Et maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Mais ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. Bonjour tout le monde, bonjour le collectif, bienvenue sur Radio Panique 105.4 FM et avant toute chose, laissez-moi vous présenter mes excuses les plus plates parce que je devais aujourd'hui présenter l'émission et je n'ai rien pu faire et pour cause, ce week-end, j'étais malade comme un chien. Sueur froide, bouffée de chaleur, nausées et expulsions liquides diverses et variées. Bref, je me suis retrouvé au lit avec ma tisane, j'avais chopé un virus qui traînait. De toute façon, cette saison. Et alors que je calmais mon agonie par quelques occupations sur l'internet, il me prend une soudaine passion pour la poterie et décide ensuite de télécharger un tutoriel, de manière, je le confesse, plus ou moins licite, et en essayant de visionner mon film de contrebande intitulé « Deux filles, une tasse » et espérant y trouver une manière de rafraîchir mon service à thé, je clique et puis plus rien. Mon écran se fige, mon ordinateur ne répond plus et fait des bruits bizarres. Je comprends bien vite la situation malgré ma fièvre, mon ordinateur vient lui aussi d'attraper la grippe. Mais serait-ce moi qui ai contaminé mon pauvre laptop ? Est-ce possible ? Est-ce possible que nous soyons atteints par le même mal ? Ne disons-nous pas virus dans ces deux situations ? Virus informatique et virus biologique ? Et là, paf ! Dans mon délire et mes 40 degrés de fièvre, la question ne me lâche plus, me taraude, me triture le cerveau, me hante de longues minutes. Mais oui, qu'est-ce qu'un virus ? Comment cet organisme microscopique peut nous mettre, mon ordinateur et moi, dans un tel état ? Est-ce que moi, comme mon portable, je me suis cliqué sur un lien pourri ? Est-ce que mon ordinateur a pris froid ? Dans ma soif insatiable de connaissances, j'ouvre donc la page de mon dictionnaire Wikipédia et je lis, je cite, « Le substantif masculin virus est issu du latin virus ». Merci pour l'info les gars. Substantif neutre qui signifie suc, jus, humeur, ou poison, venin, ou mauvaise odeur, puanteur, infection. Se terminant par un S, il ne prend pas de marque particulière au pluriel en français. Merci Wikipédia. Eh ben ça alors, ne me voilà pas plus avancé que tantôt. Comment expliquer que nous sommes aux portes de l'épidémie annuelle de la grippe et que chaque année c'est de nouveau la même chose malgré les traitements et les vaccins mis au point ? Et rappelez-vous en mai de cette année, de WannaCry, ce virus informatique sans précédent qui a paralysé des institutions et des entreprises partout dans le monde. Et si tout était lié ? Ou si plutôt, au contraire, tout cela n'avait rien à voir. Quelle différence faire entre le virus biologique et le virus informatique ? Comment l'un et l'autre fonctionnent ? Quels sont leurs buts ? Comment les prévenir ? Comment les traiter ? Doit-on craindre une épidémie de WannaCry ou de I Love You ou autre Trojan Horse ? Comme nous connaissons l'épidémie du sida ou de l'Ebola ? Dois-je mettre un préservatif à chaque fois que je télécharge un film ? Si je dois vacciner mon ordi, je pique où ? Tant de questions, tant de zones sombres à éclairer. Et c'est avec l'équipe du collectif que nous nous sommes penchés sur ces questions en espérant y trouver un maximum de réponses. Peut-être qu'à la fin, je saurai quoi faire pour soigner mon ordinateur et ma pauvre personne. Mais n'oubliez pas, si cela ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Dans une heure, c'est terminé. Bonjour à tous, voilà, ce soir nous présentons une émission avec comme sujet principal le virus et nous commençons tout de suite avec le journal d'actu des news de la science présenté ce jour par Henri. Merci Henri.
Des ricochets de voix à la surface de l'eau. Dans quel état est ton chat? Se plaindre pour vivre plus longtemps, les super pouvoirs des Amish, le meilleur des super-héros scientifiquement prouvés, un prix Nobel original, une nouvelle trouvaille dans l'océan, les pesticides qui tuent le buzz, la 6e extinction est en marche. Tout ça, c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. Ouais, j'adore la science! Alors Sarah, comment crier peut-il permettre de faire des ricochets? Eh bien, moi, j'ai pour vous une petite news intéressante que j'ai vue dernièrement et qui traîne dans le web. En fait, dans un lac en Californie qui s'appelle le lac Nelly, si vous êtes au bord du lac et que vous criez, vous allez voir plein de petites vaguelettes qui se forment à la surface de l'eau. Ce n'est pas de la magie, bien évidemment que non. En fait, il s'agit d'une petite race d'insectes qui se dépose à la surface de l'eau. Lorsque vous criez, cette race d'insectes se sent menacée et donc pour communiquer entre eux, ils font des petites wagonnettes. Et donc, je pense que ça peut être chouette si vous allez un jour en Californie d'aller voir le lac à ricochet de voix. On n'y manquera pas. Restons dans la thématique animale, puisque Renaud nous dit que les chats seraient liquides ou solides en fait. Eh ben, c'est là toute la question qui a été soulevée par des scientifiques au Maroc en 2014 qui se sont posé la question: comment ça se fait qu'un chat puisse se mettre en boule, puis s'étirer très très long, puis retomber chaque fois sur ses pattes? Est-ce normal alors qu'ils sont faits de chair et d'os comme vous et moi? Eh ben, ils se sont dit alors, est-ce que le chat est bien solide ou le chat serait-il liquide? Et finalement, ils ont répondu que ils ne savaient pas trop. Mais ils ont quand même remporté un prix Nobel pour ça, le prix IG Nobel. Et rien que pour avoir posé la question et de s'être questionné sur l'état des chats, et je trouve ça formidable. Voilà. Merci Renaud. Cédric, il semblerait que se plaindre permettrait de vivre plus longtemps. Eh bien, c'est ce que vient de prouver une étude allemande, effectivement. Alors, quand on se plaint, c'est qu'on exprime des émotions. Et en fait, les émotions, ça sécrète des hormones dans le corps. Et ces hormones ont un impact sur le corps. Par exemple, la personne qui est anxieuse, elle sécrète de l'adrénaline et ça diminue un petit peu l'immunité. Ça rend plus facilement malade, l'adrénaline. Et donc, ça vient d'être prouvé. Effectivement, les gens qui gardent leurs émotions pour eux font un petit peu plus d'hypertension. D'accord, donc risque un petit peu plus de tomber malade. Mais je rassure les introvertis, ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre ont un plus grand risque d'infarctus, donc tout le monde sort gagnant ou perdant de cette histoire. Elisa, les Amish seraient donc dotés de super pouvoirs? Oui, en quelque sorte. Alors juste pour poser le cadre et un petit rappel, les Amish sont donc une communauté extrêmement religieuse qui vit plus ou moins toujours selon les standards du XVIIe, XVIIIe siècle et qui refuse toute adaptation au monde moderne. Du coup, vous vous en doutez, leur niveau de médecine n'est pas dingue et pourtant, certains d'entre eux vivent sans problème majeur de santé jusqu'à 85 ans, ce qui correspond absolument pas à la moyenne d'âge du XVIIe et XVIIIe siècle. Eh bien, ce serait probablement dû au fait que ces Amish possèdent une copie du gène SERPIN1 qui confère non seulement une belle longévité, mais semble aussi protéger des complications liées à l'âge, comme le diabète. Et ceci est possible grâce à l'action de ce gène SERPIN1 sur les télomères. Alors attention, posséder une copie du gène, c'est bien, mais en posséder deux, c'est pas vraiment une bonne idée, parce que dans ce cas-là, les personnes porteuses auraient tendance à saigner trop abondamment à la moindre blessure. Merci Lisa. En parlant de super pouvoirs, Sarah, mais quel est le meilleur des super-héros? Alors Henri, tout le monde autour de cette table, on s'est tous au moins une fois dans notre vie posé la question: quel est ton super-héros préféré, en sirotant un petit jus de fruits bien fait par la maman? Eh bien, il y a deux étudiants de l'université de Leicester qui se sont penchés sur la question et qui ont essayé d'étudier et de faire une analyse de ces super-pouvoirs des super-héros connus comme Superman, Batman, Thor, etc. mais sur des bases scientifiques. Et donc, ils ont fait un recensement de leurs super-pouvoirs et de leurs faiblesses, mais en se basant sur des choses scientifiques, à savoir par exemple la vitesse pour le vol de Superman, des choses comme ça. Et le grand gagnant de cette magnifique compétition, c'est bien sûr Superman. Et le grand perdant, c'est Batman. Et oui, l'argent, c'est pas un super pouvoir. Renaud, tu nous parlais des IG Nobel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, parce que j'ai triché. Une fois de plus. En fait, ma news précédente était basée sur les IG Nobel qui se prononcent Ig Nobles pour la conjugaison entre le Nobel et ignoble en anglais, qui veut dire ignoble. C'est un prix parodique du prix Nobel qui est décerné chaque année à des scientifiques qui
qui ont fait des études, des recherches insolites, mais qui ont quand même pour but de faire réfléchir. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous citer certains titres qui ont gagné cette année, notamment celui des chats et des années précédentes. Alors on retient quand même l'équipe suisseau-canado-hollandaise qui a démontré que jouer du didgeridoo permet aux personnes souffrant d'apnée du sommeil d'améliorer leurs conditions. C'est intéressant. C'est bon à savoir. L'année passée, le prix Ligue Nobel de la paix avait été remporté par une équipe américaine pour leur étude scolaire ayant pour nom sur la réception et la détection de la connerie pseudo-profonde. Celui de psychologie en 2016 a été aussi remporté par une équipe européenne pour avoir demandé à 1000 menteurs à quelle fréquence ils mentaient et à décider s'il fallait croire à ses réponses. Voilà, j'en avais repéré encore un excellent là tantôt, de 2015 lui, qui était le prix Nobel de la biologie. C'est un groupe de scientifiques qui avait observé que lorsqu'on attache un bâton lesté à l'arrière-train d'un poulet, celui-ci marche d'une manière similaire à celle dont on pense que marchaient les dinosaures. Voilà, la science fait des miracles et j'espère qu'elle continuera à nous épater comme elle le fait chaque année. Les Ig Nobel, on retient. Merci beaucoup Renaud. Cédric, est-ce que tu aurais envie de te baigner au large du Portugal en ce moment ? J'aimerais surtout féliciter ces scientifiques qui, pour étendre les connaissances humaines, décident de pêcher dans les abysses pour y récolter des espèces qu'on n'a pas encore trouvées. Et donc c'est parfois le cas, comme ici ce magnifique poisson dont le nom est imprononçable et que j'ai perdu, Typhlonus nasus, qui est en fait un poisson sans tête, constitué juste, quand on le regarde, de deux postérieurs. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, parce que ce poisson vit à des kilomètres dans les abysses où il fait très froid, où il n'y a pas de lumière, et donc les corps, les physiologies développent des conditions un peu particulières. Et ça m'amuse et j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais tu as bien fait. Elisa, il semblerait que les pesticides nuisent aux abeilles. Oui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle avec laquelle je vais clôturer ici, c'est que les pesticides de type néonicotinoïdes ne sont absolument pas bonnes du tout pour nos amis les abeilles et les bourdons. Bon, les évidences à ce sujet s'accumulent depuis un moment, mais on vient de découvrir que ces pesticides en particulier avaient notamment pour effet de diminuer l'intensité et la fréquence du bourdonnement des abeilles et des bourdons. Et ça, c'est en fait très problématique parce que c'est justement grâce au bourdonnement de leurs ailes que nos super insectes pollinisent. Donc ils prennent un peu de pollen sur une fleur, ils passent à une autre, et grâce aux vibrations sur leurs ailes, eh bien, ils font tomber le pollen de la première fleur dans la deuxième, etc. Ainsi de suite, de fleur en fleur. Et donc, moins de buzz, moins de bourdonnement égale moins de pollinisation, et c'est quand même jusqu'à 56% de pollinisation en moins. Merci Lisa, merci Henri pour avoir présenté toutes ces news. Avec plaisir. Vous écoutez le Collectouf et dans une heure, c'est terminé. Dans une heure, c'est terminé. Et vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM et aujourd'hui on a décidé de présenter le sujet des virus et je vous ai demandé de vous scinder en deux équipes, une équipe qui va s'occuper de la version biologique et une autre qui va s'occuper de la version informatique. Alors l'équipe bio est composée par Cédric et Sarah. Salut, salut. Et l'équipe info est composée par Cédric et Elisa. Non, Henri et Elisa. Ah pardon, oh là là, le stress me fait dire des bêtises. Et nous sommes également accompagnés ce soir par monsieur Bruno Schroeder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technologique de Microsoft Belux et responsable des projets de développement économique. Vous êtes entre autres une des 10 personnes à avoir décidé de créer le domaine .be. Et ce soir, vous allez être le lion, la maïzena de notre émission parce que vous allez nous expliquer un peu plus tard dans l'émission comment la recherche à partir des filtres anti-spam peut aider à développer des vaccins. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, je vais être la substance collante. Et on commence tout de suite par l'équipe bio qui va nous expliquer un peu ce qu'est un virus. Oui, bonsoir le collectouf. Alors, c'est à moi qu'appartient la lourde tâche de vous expliquer ce que c'est qu'un virus biologique. Et pour ça, je vais un petit peu partir de vous et moi, qui sommes des êtres vivants. Alors, vous et moi, nous sommes constitués de 100 000 milliards de cellules. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de zéros, ça fait 14 zéros. Alors, nous sommes composés de autant de cellules. Et une cellule, c'est quoi ? Je vous le rappelle, je vous renvoie à vos anciens cours de biologie, mais ce sont des petites structures circulaires, hermétiques, dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des organites, mitochondries, réticulum endoplasmique. Enfin, tout ça est très amusant, avec aussi dedans un noyau et à l'intérieur de l'ADN. Vous savez, notre patrimoine génétique à tous, qui est un peu commun dans le langage, mais qui est un peu différent puisque nous n'avons pas tous la même tête.
Alors là, je ne vous ai pas encore du tout parlé de virus. Un virus, c'est quoi? C'est juste un tout petit bout d'ADN avec quelques protéines autour, d'accord? Donc c'est tout petit. Par rapport à nos 100 milliards de cellules, c'est beaucoup plus petit qu'une cellule, un virus. Pour vous donner une idée de taille, ça fait 100 nanomètres, un virus. Par 10 exposant moins 9 mètres, enfin, c'est vraiment, vous prenez 1 millimètre, vous le divisez par 10 000, prenez 1 millimètre, vous le divisez par 10 000, vous avez plus ou moins la taille d'un virus, d'accord? Donc un virus, c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule dont nous sommes constitués. Pour vous donner un exemple plus parlant, on a la chance ici d'avoir Henri, qui a aussi la chance d'avoir une taille dont le nombre est rond, d'accord? Donc tu fais 2 mètres, hein, on peut en parler. C'est comme si Henri se trouvait devant un cercle de 2 km de diamètre, d'accord? Henri devant ce cercle, c'est un virus à côté d'une cellule. Ok? Alors les virus, on les connaît pas mal parce que ils induisent des maladies, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et moi, je vais un petit peu plus vous parler de leur fonctionnement. Alors un virus, il faut savoir, c'est un pirate, d'accord? C'est un hacker. C'est pas complètement quelque chose de vivant parce que c'est une entité biologique qui a besoin d'une vraie structure vivante pour fonctionner. C'est-à-dire que vous et moi, normalement, on est supposé grandir, croître, se développer, même se reproduire. On peut le faire plus ou moins seul ou alors on se met juste avec un ami et il y a certains de ces actes qui sont possibles. Un virus, c'est pas possible. Un virus, il doit rentrer dans une cellule pour s'y multiplier, pour s'y reproduire. Et c'est une fois qu'il est rentré dans la cellule qu'il peut sortir et puis vaquer à ses occupations. Le fait qu'un virus fonctionne comme ça, c'est ce qui nous fait dire que c'est pas complètement quelque chose de vivant. C'est ce qu'on appelle un parasite. Donc Sarah en parlera un petit peu plus après, lorsqu'on parlera des moyens de traiter les virus, mais il faut vraiment imaginer que le virus, il rentre dans la cellule, il utilise la machinerie de la cellule, d'accord? Il la hack, vraiment il la pirate, et une fois qu'il s'est dupliqué, eh bien en fait, il s'est tellement de fois dupliqué que la cellule finit par exploser tellement il y avait de virus à l'intérieur, d'accord? Donc et puis ces virus se baladent dans le corps pour ensuite aller coloniser d'autres cellules. Alors, il y a énormément de choses à dire sur les virus, donc j'ai essayé un petit peu de me limiter. Et donc, la chose importante qu'il est intéressant de savoir, c'est que les virus provoquent des maladies, mais ne peuvent... comment dire? Ils ne sont spécifiques dans le corps humain que pour un certain type de cellules. D'accord? Par exemple, le virus du sida ne peut pas rentrer dans chacune de vos cellules. Il est spécifique des cellules du système immunitaire et donc pourra uniquement rentrer dans les cellules du système immunitaire. Et donc, juste pour expliquer pourquoi je parle de ça, mais donc une fois que le virus rentre dans ces cellules, eh bien ces cellules du système immunitaire explosent, les êtres humains n'ont plus de système immunitaire et les gens tombent malades parce qu'ils n'ont plus de système immunitaire. Ça fait beaucoup de fois immunitaire dans une même phrase. Et Sarah vous parlera plus tard un petit peu des traitements qu'on peut essayer d'avoir contre ces maladies et des vaccins, parce qu'il est même possible de se vacciner contre certains virus. Il est même possible également d'avoir certains cancers suite à certaines infections. Alors, vous me direz, c'est un petit peu bizarre, mais ce qui se passe, c'est que le virus, quand il rentre dans une cellule, il bidouille un petit peu avec l'ADN de la cellule, avec l'ADN de la personne à qui la cellule appartient. Et en fait, une cellule cancéreuse, pour résumer un petit peu, c'est une cellule dont l'ADN a été un petit peu bidouillé, un petit peu modifié, un petit peu galvaudé. Et c'est ça qui conduit une cellule à devenir cancéreuse. Et un virus est capable de faire ça. Donc, par exemple, dans certains cancers du foie ou dans certains cancers du col de l'utérus, eh bien, c'est un virus qui est responsable de la cancérisation. Donc j'en arrive doucement à ce que je voulais dire sur les virus biologiques. Donc c'est un truc pas vraiment vivant, c'est vraiment très petit, c'est juste de l'ADN entouré de protéines. Ça rentre dans une cellule, ça se multiplie, ça sort et ça cause quelques maladies. Merci Cédric pour cette belle définition. Et alors je me tourne vers la team info. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme définition du virus? Eh bien, je vais y aller et je pense que vous allez tout de suite saisir pourquoi est-ce que les virus informatiques s'appellent des virus. Donc, juste pour essayer de reprendre un petit peu la base, le virus informatique, c'est ce qu'on appelle un automate autoréplicatif. Donc, le principe, c'est qu'il va utiliser son hôte, dans ce cas-ci, c'est l'ordinateur qui l'infecte, pour se reproduire et se transmettre. Et donc, en ça, c'est très très fortement similaire à ce que Cédric vient de vous exposer sur le mécanisme de fonctionnement du virus biologique. Alors, ce qui est un peu particulier ici, c'est que initialement, un virus informatique, c'est pas par définition malveillant. Donc, en gros, il va utiliser l'ordinateur hôte pour se multiplier, mais ça ne veut pas dire qu'il cause des dommages à cet ordinateur hôte. Si par contre, il est accompagné d'un code qui est malveillant, alors à ce moment-là, le virus informatique peut perturber plus ou moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Et par perturbation, on entend supprimer des données, les corrompre, ou alors les crypter.
Et là, c'est un type un petit peu particulier de virus, donc vous vous retrouvez avec l'entièreté de vos données sur votre ordinateur qui sont parfaitement illisibles par vous-même, et vous êtes donc obligé d'acheter une clé de décryptage auprès des hackers qui vous ont refilé le virus, le ransomware qui crypte vos données. Donc dans tous ces cas-là, quand le virus informatique est dommageable, on appelle ça un malware. Maintenant, attention, les malwares, il n'y a pas que les virus dedans. Donc il y a en fait plein d'autres types de difficultés qui sont aussi qualifiées de malware. Et au niveau du langage commun, on a un peu tendance à confondre. Donc les gens ont tendance à appeler virus informatique les malwares, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Donc pour vous donner une petite idée, au niveau des malwares, on en a différents types. Il y a les virus, évidemment, qui eux ont pour principe de se répliquer et de se propager en s'insérant dans d'autres logiciels. Il y a aussi les vers, qui eux par contre vont plutôt se propager par des partages de fichiers, typiquement par mail ou bien via Internet. Les chevaux de Troie, qui eux par contre vont permettre aux hackers de contrôler à distance et de prendre la main sur votre ordinateur, etc. Et donc cette appellation de virus, c'est fait tout à fait par analogie au virus biologique. C'est un terme qui a été proposé par un monsieur qui s'appelle Leonard Adleman et qui était en fait à la fois informaticien et biologiste moléculaire. Et donc effectivement, l'idée c'est vraiment que complètement comme les virus biologiques, les virus informatiques utilisent les capacités de reproduction de l'hôte pour se reproduire et se propager. Waouh, merci Elisa. Et je pense que Henri avait quelque chose à ajouter sur le fonctionnement. Pas encore ? Du coup, ce sera plus tard, c'est pas grave. Plus tard. C'est pas grave. Alors, je vous propose une petite pause musicale avec Boogie Belgique Forever and Ever. Forever and ever, you took my endeavor. Forever and ever, you
Vous écoutez Dans une heure, c'est terminé. Pharmacien à Molenbeek. Je dois dire mon nom, non. Pharmacien de Lecleuse à Molenbeek. Quels sont actuellement les virus que vous voyez apparaître ou réapparaître, vous qui êtes pharmacien? Nous, on voit surtout des virus qui vont atteindre les poumons, donc des virus divers qui commencent petit à petit. Les vrais virus pour lesquels les gens se sont vaccinés, ceux-là ne sont pas encore présents du tout. Donc pour ça, on est encore beaucoup trop tôt aussi. Normalement, c'est plutôt février-mars que ça débute. Parfois, c'est plus tôt. Quel genre de virus débute alors en février-mars? C'est les virus de la grippe, donc celle pour laquelle les gens reçoivent un vaccin, surtout les personnes à risque, personnes âgées et personnes diabète, femmes enceintes devraient le faire, ces femmes-là. Mais ça, c'est des virus qui viennent très souvent, qui sont importés par l'OTAN, alors par l'Asie et alors par l'Europe de l'Est viennent jusque chez nous. Moi, je pense que je vais venir là. Alors vous me disiez la dernière fois qu'on s'était croisés que vous aviez beaucoup de travail en ce moment, pas mal de gens qui venaient. Est-ce que c'est une période où de plus en plus de monde fréquente les pharmacies en ce moment? Naturellement, plus le temps est froid, plus que normalement des infections virales au niveau des poumons accroissent. Et donc on a de plus en plus de travail à ce niveau-là, surtout chez les petits-enfants pour l'instant. Qu'est-ce que vous préconisez? Quels conseils vous donnez à des personnes malades? Le plus souvent, un des conseils que je donne, c'est le repos, pour que le corps puisse récupérer. Et comme c'est des virus, il n'y a pas d'antibiotiques, parce que c'est pour les bactéries, donc ça n'a pas de sens. Donc la seule chose à faire, c'est bien se reposer. Et si vraiment il y a des problèmes pulmonaires, on sait éventuellement donner quelque chose pour mieux respirer. Pour le reste, éventuellement un antidouleur, antifièvre, et pour le reste, on ne sait rien faire. Dodo. Donc ici, nous sommes dans votre pharmacie. Je vois qu'il y a pas mal d'informatique et on va quand même continuer à parler de virus, mais j'ai envie de vous entendre sur un autre type de virus. Est-ce qu'un pharmacien doit se protéger contre des virus informatiques? Naturellement. Ça se passe chez nous, en tout cas, par l'intermédiaire de notre maison de soft qui prévoit plusieurs antivirales dans notre système de rentrée. Est-ce qu'en tant que pharmacien, vous vous êtes intéressé à ces antivirus? Est-ce que vous vous intéressez à savoir comment ça fonctionne, un antivirus? On fait confiance dans notre maison soft. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Est-ce que vous avez déjà été infecté en tant que pharmacien? Moi, jusqu'à présent, non. Jamais. Jamais. Heureusement. Pourquoi heureusement? Parce que sinon, ça donne que des problèmes. J'ai entendu il y a un mois qu'il y a un médecin qui a été attaqué par un virus et toute sa patientèle était bloquée, donc il ne savait plus y atteindre. Donc on est complètement sans travail, si vous voulez, parce qu'on doit tout refaire manuellement, et le jour d'aujourd'hui, manuellement, ça prend trop de temps, je veux dire, et ce n'est plus dans nos habitudes. Pas comme dans le temps où on avait l'habitude de travailler manuellement. On est évolué, comme toute notre société, plus de travailler par informatique. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, avec plaisir. À la prochaine. J'espère pas trop vite. Non, j'espère. Allez, au revoir. Au revoir. Je vais vous laisser sortir parce que... Au revoir. Dans une heure, c'est terminé. Vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 FM en compagnie du Collectouf et de Bruno Schroeder, et nous allons directement enchaîner avec la team Info qui va nous expliquer un petit peu comment combattre ces virus. Eh bien oui, comment combattre ces virus informatiques? Eh bien, avec des logiciels antivirus, me direz-vous, et vous n'aurez pas complètement tort. Incroyable. Et oui, tout à fait. Vous allez apprendre beaucoup de choses. En fait, ce sont des logiciels qui sont capables de détecter les virus, de les détruire, de les mettre en quarantaine et même parfois de réparer les fichiers qui ont été infectés sans pour autant les endommager. Ils utilisent pour cela de nombreuses techniques. Je ne vais pas tout vous citer, je vais surtout vous citer celles que j'ai compris. Donc la reconnaissance... Attention, parce que c'est quand même... J'ai compris, mais c'était pas facile.
la reconnaissance de séquences d'octets caractéristiques, donc des signatures d'un virus particulier, la détection d'instructions suspectes dans le code d'un programme, la création de listes de renseignements sur tous les fichiers du système en vue de détecter d'éventuelles modifications ultérieures de ces fichiers par un virus, la détection d'ordre suspect, ou encore la surveillance des lecteurs de supports amovibles. Est-ce que tout le monde a tout compris ? C'était très clair. C'est limpide. Voilà, mais donc c'est le principe de base de ces logiciels antivirus. C'est ce que c'est ce que notre équipe avait à vous dire, mais je pense que Elisa a une de précision à apporter. Tu me fais la même blague que tout à l'heure. Voilà, c'est une basse vengeance. On vous écoute, les virus biologiques. Non, mais peut-être que notre invité, Oui, qui n'est autre que que mon papa, peut voler à notre secours. Oui, les antivirus en fait font un scan, donc de la même manière qu'en médecine on va faire un scan pour voir s'il y a des tumeurs ou des choses qui se passent, les antivirus vont scanner le disque dur et vont analyser ce qu'ils trouvent et effectivement vont repérer des séquences d'octets, ou alors ils vont faire comme un médecin qui demande tiens qu'est-ce que vous avez fait, comment vous vous sentez, et ils vont étudier le comportement de l'utilisateur et se rendre compte que tout d'un coup son PC commence à faire des choses, accède des fichiers auxquels il n'accède pas vraiment, ou il y a une commande qui va tout d'un coup tout effacer et commencer à crypter. Donc l'analyse comportementale permet aussi de diagnostiquer l'émergence d'un virus qui commence à faire son petit boulot de virus malfaisant. Merci beaucoup à la team bio maintenant. Mais donc moi je fais partie de la team bio. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer avant de vous expliquer comment marche un antivirus, c'est les étapes de réplication d'un virus. Donc, le virus, comme l'a dit très bien Cédric, c'est un organisme qui n'est pas vraiment un organisme vivant et qui a besoin de tout un tas d'étapes pour se répliquer. Donc, la première déjà étape, c'est qu'il doit réussir à rentrer dans la cellule, et ce qui se fait par plusieurs mécanismes, dont des récepteurs, des enzymes, etc., etc. La deuxième étape, c'est qu'il doit libérer son génome, comme a expliqué Cédric tout à l'heure, le déverser dans la cellule. La troisième étape, c'est qu'il doit transcrire ce génome, donc il utilise la machinerie de la cellule, comme un ouvrier qui utiliserait les machines dans une entreprise pour faire sa petite popote. Et donc il réplique son génome grâce à la machinerie de la cellule. Puis ensuite, il va d'abord le transcrire, et puis il va le répliquer, et puis ensuite, il doit translater ses protéines, les protéines virales, et puis il doit les modifier, et puis ensuite il va réassembler ces protéines pour reformer d'autres virus, donc ils se multiplient, et puis il doit réussir à lyser la cellule, donc tuer la cellule pour libérer toutes les nouvelles tous les nouveaux petits parasites qu'il vient de former. Et donc c'est sur ces différentes cibles-là que vont se baser les antiviraux. Donc, à chaque étape est une cible pour la thérapeutique et pour créer un antivirus. Le problème, c'est que le développement de ces antivirus est très fastidieux et très lent à cause des propriétés intrinsèques au virus. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un parasite strict, donc il est incapable de vivre en dehors d'une cellule. Il a une capacité de se répliquer à une vitesse très très grande, et il a surtout une diversité d'ADN qui est incroyable, comme le virus du HIV qui, à chaque réplication, va avoir une transformation de l'ADN, ce qui rend du coup la cible un peu difficile à cibler vu qu'elle change à chaque fois que le virus se réplique. En termes d'infections, il y a plusieurs infections qu'on cible avec les antivirus. Il y a les infections qu'on appelle aiguës, comme la grippe. Il y a les infections latentes, comme l'herpès. Donc l'herpès est une infection latente. C'est pour ça qu'on dit quand on l'attrape, on l'a à vie, parce que le virus reste dormant, entre guillemets, dans notre corps. Et quand on a un affaiblissement de l'immunité, il réapparaît. Et donc, c'est ce qu'on appelle un virus latent. Et puis, on a les virus qu'on appelle chroniques, ou les infections virales chroniques, comme le HIV, fatalement, les hépatites, comme l'hépatite C principalement. Et donc, se posent pour les scientifiques deux problèmes majeurs en ce qui concerne les antivirus. C'est le fait que le virus intègre le génome de la cellule. Et donc, si on veut cibler le virus, fatalement, sans faire exprès ou en faisant exprès, on va tuer la cellule. Donc, on va être cytotoxique, toxique pour la cellule.
La deuxième chose, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le virus se réplique et donc les cibles deviennent obsolètes. Et donc ça, c'est le principe de base de ce qu'est un antivirus. Maintenant, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, à côté des antivirus, on peut éviter les virus et donc on peut se vacciner contre les virus. Je sais que c'est un sujet très touchy, surtout en ce moment où les gens se croient tous savants surtout et que Internet est roi. Et donc le principe des vaccins, c'est que donc on va inoculer un agent extérieur qui est pathogène. Je mets des guillemets sur le mot pathogène et j'explique pourquoi plus tard. Et donc, on va inoculer cet agent extérieur à l'être humain, ce qui va créer une réaction immunitaire. Et donc, c'est un peu comme si on avait une armée, qui est notre système immunitaire, et qu'on leur disait, bon les gars, on va dans le désert, on s'entraîne, parce que il y a moyen qu'il y ait une guerre un jour ou l'autre. Et donc, si on n'entraîne pas notre armée, eh ben notre armée, ils seront un peu nuls face à l'autre armée. Et c'est un peu exactement le principe du vaccin. Donc, on crée une réaction immunitaire pour créer des réserves, entre guillemets, de petits soldats. Le jour où on s'infecte réellement, nos petits soldats, ils sont prêts, ils sont au front, et ils vont pouvoir attaquer plus rapidement que si on devait tous les recréer et les, entre guillemets, entraîner. Et donc, pourquoi je disais pathogène, entre guillemets, parce que on n'inocule pas vraiment le virus tel quel. Donc il y a 3 types de vaccins. Il y a les vaccins qui sont des agents vivants atténués. Donc on prend l'agent vivant, on atténue son effet. Donc c'est pour ça que pour certains vaccins, par exemple, on a un petit peu après la vaccination, 2-3 jours après, un peu de faiblesse, un peu de température, mais rien d'extraordinaire. On ne tombe pas vraiment malade, on a juste des petits effets secondaires. Puis il y a l'agent inactivé, donc on inactive complètement l'action du virus et donc on ne garde que les protéines ou les quelques enzymes qui sont autour du génome de ce virus et qui vont être reconnus par notre corps comme antigènes pour créer des anticorps. Et puis il y a des sous-unités, comme par exemple certaines protéines qu'on va aller sélectionner ou qu'on va les synthétiser, qui ressemblent à celles du virus qu'on essaie de cibler. Et alors, on les inocule à l'être humain pour qu'il crée des anticorps contre ce qu'on appelle antigènes. Et donc, c'est là le principe de base de la vaccination. Donc, c'est un peu entraîner nos petits soldats à se battre. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle explication. Merci aux 2 équipes. Et alors, maintenant, exercice oblige, chronique par équipe, et on commence par la chronique de la team informatique qui va parler des antivirus. Oui, les antivirus. Qui peut ici affirmer qu'il n'a jamais souffert dans l'installation et l'application de son antivirus? Entre McAfee, qui semble toujours très pressé de recevoir votre numéro de carte de crédit à tel point qu'on se demande qui est vraiment le virus, et Avast, qui choisira toujours le moyen, le moment le plus opportun pour hurler à travers vos haut-parleurs qu'il est mis à jour, de préférence à ce moment où vous commenciez tout doucement à vous détendre, voire à vous endormir. Les antivirus, c'est une plaie. Vous avez pourtant bien entendu parler de ces virus dévastateurs. Début 2000, voire fin des années 90, je ne sais plus, le virus I Love You, faisait des ravages. Et plus récemment, WannaCry, un ransomware, est devenu très populaire. Alors pour ceux qui dormaient au début, un ransomware, c'est donc un type de malware qui crypte toutes vos données et vous oblige à verser une certaine somme d'argent pour recevoir la clé de décryptage. Mais justement, parlons-en de WannaCry. Ce ransomware est considéré comme le plus grand piratage à rançon de l'histoire par Europol. Il a infecté environ 300 000 ordinateurs à travers le monde. Donc oui, ça a fait des fameux dégâts, y compris auprès de célèbres institutions qui ont été un petit peu mises à mal par ce virus. Or, WannaCry a utilisé une faille de sécurité joliment nommée Eternal Blue, qui aurait été exploitée et développée par la NSA, c'est-à-dire rien de moins que la National Security Agency des États-Unis, celle qui est précisément en charge de la cyberprotection du pays. Mesdames et messieurs, de qui se moque-t-on ? Enfin, notez bien que votre antivirus, aussi pénible soit-il, vous offre en quelque sorte une action 2 en 1. Non seulement il empêche WannaCry de vous crypter toutes vos données, mais en plus, il empêche les espions de la NSA de rentrer dans votre ordinateur pour vous espionner. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal.
Bien entendu, les antivirus, c'est un peu comme les vaccins, ça ne protège pas des élans de stupidité. Alors même si votre Avast vous protège de WannaCry, personne ne peut rien faire pour vous empêcher de communiquer vos informations bancaires à cette si charmante princesse héritière en fuite et à la tête d'une immense fortune qu'elle souhaite faire héberger sur votre compte en banque. Merci. Merci à Team Info. Et alors, document extraordinaire déniché par la Team Bio qui a retrouvé une conversation d'un vieux couple à Chapelle-l'Air-les-Monts. Racontez-nous ça. Poupoune, tu as vu ce scandale en France? Ils veulent faire passer le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de 3 à 11. Et toi qui viens d'accoucher de notre petit Brian. Et alors, Chopinet? Mais c'est bien connu, Poupoune, les vaccins, c'est pas forcément une bonne chose. Ça peut par exemple provoquer des maladies graves comme l'autisme ou la sclérose en plaques. Non, Choupinet, aucune étude ne montre que les enfants vaccinés sont plus touchés par ces maladies. Il y avait un article en 1998 montrant que le vaccin de la rougeole provoquait des cas d'autisme, mais en fait, les résultats avaient été falsifiés. Bon, ok, Poupoune, oublions les maladies graves, Poupoune, mais les effets secondaires des vaccins. Tu y penses aux effets secondaires des vaccins? Mais Choupinet, l'OMS a reconnu qu'il était beaucoup plus risqué pour un enfant de ne pas se faire vacciner que de se faire vacciner. Ces effets secondaires dont tu parles, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un peu de température, de la tempiote quoi. Des douleurs au niveau des points de l'injection. Et puis, c'est peu de choses comparé à la paralysie que tu peux donner à un enfant en lui laissant attraper la polio ou alors la cécité que peut donner la rougeole. Et puis, si la douleur à l'endroit de l'injection te fait si peur, Poupou, sache qu'il existe actuellement de nombreuses recherches pour remplacer les piqûres par des patchs ou des petites crèmes. Blablabla, Poupoune. Tu sais ce qu'ils ajoutent au vaccin? Des sels d'aluminium, responsables peut-être de graves maladies comme la myofasciite à macrophage. Ah non, Choupinet, là je suis pas d'accord avec toi. Cette information, elle a été démentie en 2013 par le Haut Conseil de santé publique. Aucune étude scientifique n'a à l'instant prouvé que la nocivité des vaccins contenant le sel d'aluminium. Mais enfin, la recherche travaille activement à trouver des alternatives à l'aluminium, au cas où t'aurais un peu plus peur que ça. Enfin bon, Poupoune, de toute façon, on fait ce qu'on veut, on vit dans une démocratie. Ils peuvent pas nous obliger à le vacciner, Brian. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que la vaccination, c'est une démarche collective dans une société. Comme le code de la route, pour assurer la santé des enfants, surtout de ceux qui ne peuvent pas se vacciner pour des raisons médicales, il faut au moins 90% de la population soit vaccinée. En dessous de ce seuil, le risque pour la société et pour les enfants plus faible est beaucoup plus grand. Je t'aime, Poupoune. Moi aussi, je t'aime, Choupinet. Quelle belle discussion, quelle belle preuve d'amour de ce couple de Chapelle-l'Air-les-Monts. Document exclusif. C'est incroyable. Wow. Ce soir avec nous, Bruno Schroeder, vous êtes là pour, j'allais dire en début d'émission, lier la sauce et nous expliquer un petit peu comment à partir de la technologie informatique, en voulant combattre les virus, on arrive finalement à avoir un impact dans la recherche contre les virus biologiques. Eh bien, c'est parce que les virus et les spams, c'est en gros un peu la même chose. Donc dans le virus, comme Cédric l'a expliqué, il y a un brin d'ADN avec des protéines. Les protéines, c'est l'emballage, c'est l'enveloppe du virus. Et les virus, notamment le virus du sida, a une fâcheuse tendance à muter, à se transformer. Et donc son enveloppe et les protéines qui sont autour changent vraiment très très fort. Mais la charge utile, si j'ose dire, reste la même. Eh bien dans un spam, vous allez parfois avoir une princesse nigériane, ou bien la femme du ministre, ou un homme d'affaires atteint de 22 cancers qui sent sa fin prochaine. Et tous ont la même caractéristique, c'est-à-dire qu'ils ont une immense fortune à donner à quelqu'un parce que sont des gens qui ont fondamentalement confiance dans l'humanité et ils savent que n'importe qui tiré au hasard sur le web va évidemment faire le bien. Donc il y a, de la même manière qu'il y a des protéines qui changent dans les virus, il y a dans les spams un contexte qui change, le ministre ou la princesse, mais derrière, la charge utile est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut contacter quelqu'un et c'est cette personne qui va obtenir de l'argent pour pouvoir faire les choses. Et donc quand les chercheurs essayent d'identifier les meilleures stratégies pour aller flinguer les virus, quand un virus mute souvent, pour que le vaccin soit utile dans tous les cas de mutation, ce qu'il faut identifier, les éléments constants du virus. Alors on a évidemment la charge utile, mais c'est beaucoup plus facile, parce que c'est la surface extérieure, c'est beaucoup plus facile d'aller identifier les éléments de l'enveloppe qui restent les mêmes à travers les mutations. De la même manière que dans le spam, on essaye d'identifier à travers les milliards de spams qui sont distribués tous les jours, on essaye d'identifier les éléments qui sont communs.
Et donc on ne va pas s'intéresser au fait que la princesse est nigériane ou capverdienne, on ne va pas s'intéresser au fait que c'est la femme d'un ministre ou un homme d'affaires, on va s'intéresser au point de contact de la personne. Et on fait ça pour les différents spams. Par exemple aussi, tous ces spams qui essayent de vendre des petites pilules bleues extrêmement efficaces, eh bien il y a aussi des points communs. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Voilà. C'est le point commun à tous les spams, c'est que de temps en temps ça marche. On a eu une chute de micro. Chute de micro. Je n'ai pas mis assez de substances collantes. J'ai failli à mon rôle. malware. Voilà, exactement. Et donc, quand les chercheurs se sont trouvés avec des bases de données de patients atteints du sida, dans lesquelles ils ont pu séquencer le virus, ils se sont retrouvés avec des millions de mutations de ce virus. Et il a fallu trouver un moyen simple d'identifier les points communs à toutes ces enveloppes pour dire, tiens, ça c'est le site, et si on peut développer un vaccin qui va cibler ce site-là, le vaccin va être efficace à travers les mutations du virus. Et pour faire ça, eh bien, on a utilisé les techniques qu'on utilise pour repérer le point commun dans tous les spams, ce sont exactement les mêmes. Et des études qui auraient pris des années par des processus biologiques ont en fait pris quelques heures quand on a utilisé les techniques informatiques pour cibler tout ça et dire finalement, voilà, ces sites-là, ce sont les bons. C'est ça, donc vous êtes vraiment parti, vous avez utilisé l'outil qu'utilisaient les informaticiens depuis toujours pour screener finalement en quelques minutes. Voilà. Ah oui. Voilà, parce que les mécanismes sont les mêmes. On a des mutations dans les spams, mais avec néanmoins un élément commun. Et quand on trouve l'élément commun, eh bien, on peut flinguer toute la famille de spams. Et bien, dans les virus, quand on trouve l'élément commun, ce qui ne change pas, on peut flinguer toutes les mutations des virus. Et depuis combien de temps vous utilisez cette technique maintenant? Oh, ça fait 5-6 ans, je pense. Ah oui, donc il y a déjà eu des résultats. Il y a déjà eu des résultats, oui. Et ça a donné lieu à toute une série de familles d'outils, d'ailleurs, qui sont utilisés de cette manière-là ou avec différents types de variantes dans des analyses de mécanismes cancéreux, par exemple, puisque là aussi on a des cellules qui mutent et qui se comportent de manière différente en fonction de leur évolution. Et bien de la même manière, les outils d'analyse de code et les outils qu'on utilise pour traquer différentes choses sur les réseaux sont assez utiles. Je profite que vous soyez là pour faire le lien. En fait, dans les deux domaines, on parle d'antivirus, plus ou moins, mais en fait, ça ne renvoie pas exactement à la même chose. Dans le domaine médical, l'antivirus sert plus de traitement une fois que la personne est infectée. Or, si je comprends bien, dans le milieu informatique, c'est plus un vaccin, c'est plus pour prévenir une infection. On scanne, entre guillemets, ce qu'on a en face de nous pour pas qu'il y ait infection. Donc même si ces deux termes sont utilisés, ça ne renvoie pas vraiment au même mécanisme selon le domaine. Non, effectivement, l'antivirus informatique, il essaye plus d'identifier le virus au moment où il arrive et il l'arrête au moment où il arrive. Donc c'est la signature de l'antivirus. Maintenant, il y a des logiciels qui enlèvent le malware et ceux-là ont une activité qui est un peu semblable à celle des vaccins puisque eux vont travailler sur un système déjà infecté. Donc quand il est trop tard, eh bien, il faut à ce moment-là examiner tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut trouver et retrouver la source et l'éliminer finalement. Mais donc, j'avais une question. Si je comprends bien, le lien qu'on fait entre les virus informatiques, la recherche en termes de traitement pour les virus informatiques et les virus biologiques, c'est que donc on développe des outils grâce à l'informatique, mais on ne développe pas vraiment des vaccins ou des traitements. C'est juste pour voir un petit peu quel outil serait le plus utile pour tester telle pathologie, tel cancer, tel virus, si j'ai bien compris. Donc, en fait, ça permet de savoir comment cibler le vaccin. Le vaccin, en fait, il doit aller s'adapter sur l'enveloppe du virus. Et donc, la signature, la clé qui va permettre à l'anticorps de reconnaître le bon virus, eh bien, c'est cette clé-là qui peut être ciblée, qui peut être déterminée par les outils informatiques. Donc, c'est vraiment très précis. Donc, c'est vraiment très précis. Ça va indiquer exactement les composants et les séquences d'acides aminés sur la capsule qui entoure le virus, qui sont celles qui sont destinées à cibler. Alors ça, c'est un mécanisme. Il y a plusieurs mécanismes aussi dans d'autres domaines. On s'est rendu compte, par exemple, que quand les virus s'expriment, c'est d'abord l'enveloppe qui va s'exprimer dans une cellule. Et la manière dont l'enveloppe s'exprime, et l'enveloppe est constituée de différentes protéines, et ces protéines s'expriment essentiellement en fonction de leur configuration tridimensionnelle. Donc dans l'espace, il y a un site qui est plus proche d'un autre, et c'est comme ça que les réactions se font. Et on s'est rendu compte aussi, il y a quelques années, que la manière dont les protéines s'expriment est très semblable à la manière dont le code, les programmes qui s'exécutent en parallèle dans le cloud, sur des systèmes à multiprocesseurs, les concepts sont les mêmes en fait. Et donc un programme parallélisé utilise des concepts fonctionnels qui sont tout à fait semblables à la manière dont les différentes protéines qui constituent l'enveloppe vont s'exprimer dans une cellule. Ce qui nous a permis aussi de développer des programmes d'analyse de manière à mieux comprendre les phénomènes d'infection et la manière dont un virus va commencer à se manifester dans une cellule. Donc on s'est rendu compte qu'il y a en fait beaucoup de parallèles
entre la programmation, entre le codage et la manière dont les virus s'expriment. Alors on peut dire aussi qu'à un niveau philosophique, ce n'est pas tout à fait étonnant, puisque de l'ADN, c'est finalement un programme, c'est codé avec les bases, et c'est censé s'exprimer de la même manière qu'un programme. Il y a des organismes qui lisent le brin d'ADN et qui en font quelque chose, et c'est la séquence des bases qui va déterminer ce qui se passe. C'est tout à fait un programme, en fait. Donc voilà, un niveau philosophique, la grande constante de l'univers, ce n'est pas fondamentalement étonnant, même si c'est quand même un peu surprenant en pratique. Merci beaucoup, Bruno Cholet. Quelqu'un voulait encore réagir? On a encore un peu de temps? Ouais. Oui. J'avais encore une question. Est-ce que, quand on essaie de combattre les virus informatiques, est-ce que le combat n'est pas, en fait, perdu d'avance sur le long terme, dans le sens où, dès qu'on aura réussi à empêcher un pirate de mettre en place son code malveillant, lui, il se mettra simplement à son bureau, sur une chaise, et il réfléchira à contourner les barrières qui ont été mises en place par les gens qui veulent protéger les ordinateurs. En fait, c'est un petit peu la même chose aussi avec des virus biologiques qui mutent énormément, comme la grippe, à savoir il faut synthétiser un nouveau vaccin de la grippe tous les 2 ans ou tous les ans, parce que le virus mute naturellement. Et donc c'est un nouveau virus qui émerge, qui est résistant, enfin pas résistant, mais qui résiste au vaccin qui avait été fait au préalable. Donc dans les 2 cas, le combat est un petit peu perdu, sauf que dans le domaine biologique, la mutation est un peu naturelle. Dans le domaine informatique, ce sont des gens derrière des ordinateurs qui bidouillent le virus pour qu'il devienne de nouveau malveillant. Alors oui, effectivement. Donc, mais c'est vraiment la différence. Dans le monde informatique, on a des stratégies alternatives en fait. Et c'est vrai que le combat est quand même un peu compliqué quand on utilise la technique des antivirus, c'est-à-dire quand on essaye de repérer le virus. Parce que comme Elisa l'a dit, la NSA développe des outils d'attaque, c'est leur métier, sont des espions, donc ils doivent trouver un moyen d'y aller. Et une des choses qui est très caractéristique de l'informatique, c'est qu'une fois qu'on a vu un virus fonctionner, on peut le répliquer. C'est très difficile de répliquer un missile intercontinental quand on le voit. On prend une photo, on ne sait pas en faire grand-chose. Un virus, on sait le faire, en fait. Et donc, malheureusement, tous les États, il y a 70-80 États dans le monde qui ont des politiques d'attaque cyber, qui font en fait de la recherche et développement gratuite pour tous les malfaiteurs et tous les hackers. Pas la Belgique. Pas la Belgique, non. Pas la Belgique, on n'a pas les moyens. Mais... Donc, c'est vrai que c'est un peu perdu d'avance, l'approche antivirus, mais elle est quand même néanmoins efficace, c'est-à-dire qu'elle bloque beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit un autre type de comportement dans les mécanismes de défense, qui est l'analyse comportementale, que j'ai évoquée tout à l'heure, où là, on ne va pas s'intéresser au code, à la signature du virus, on va s'intéresser à ce qu'il fait, et on va se rendre compte que telle suite d'actions, en fait, c'est pas vraiment normal de faire ce genre de choses, et donc on va le bloquer, quel que soit l'outil qu'il y a derrière. Et alors on passe maintenant à une autre technique, qui est ce qu'on appelle une technique de whitelisting. Typiquement, les antivirus essayent de repérer le malware et ils flinguent le malware. L'autre approche qu'on développe maintenant, et on a beaucoup plus de puissance de calcul et on peut le faire, en fait on va considérer que tout est du malware. Et a priori on va flinguer tout ce qui se passe, et tout ce qui essaye de tourner, sauf ce qui est prouvé être du goodware. Et donc à ce moment-là, on utilise des signatures de logiciels. Ces signatures sont validées et on sait que telle signature correspond en fait à un code qui n'est pas un antivirus. Et donc on passe vers ce genre de mécanisme. Ça, ce n'est pas possible en biologie encore, malheureusement. Mais ça demande des vitesses de calcul pas possibles, de tout bloquer et puis de laisser passer au fur et à mesure qu'on filtre. Et donc ça se passe dans le cloud, sur Internet. Alors on va enchaîner tout de suite avec la nouvelle fiction de cette année qu'on va vous proposer, les aventures des Super Mannequins, et on reviendra après avec le débat surprise. Ce sont des stouffeurs. La drache ne leur fait pas peur. Ils agissent en tout malin. Ce sont les super mannequins. Super mannequins. Super mannequins. 70, le deuxième était le... Et on apprend à l'instant que l'ouragan Irma, après avoir traversé l'Atlantique et dévasté Coxide ainsi que Blankenberg, arrive actuellement sur Bruxelles. Bon sang, c'est une mission pour les super mannequins. Oui. Super bourgmestre, Oui. professeur Duvel à l'appareil. Duvel, J'ai entendu dire que vous vouliez repousser Irma. Hein? Eh bien, sachez que j'ai inventé un appareil extraordinaire. Oui. Il s'agit d'un dispositif composé de 2 parties. J'entends bien. Des pales qui sont entraînées par un rotor qui elle-même tourne dans un stator et en poussant la forme des pales, Oui. le vent s'engouffre et C'est un ventilateur, quoi. Oui, super con. Mais un ventilateur géant. Ok, il nous faut ce ventilo. Ben voilà. Ben oui, moi, je l'ai toujours dit que vu le réchauffement climatique, les catastrophes climatiques allaient s'enchaîner. Merci, super militante. Il nous faut ce ventilo. Malheureusement, je l'ai prêté au président des États-Unis. Sans doute encore un moyen pour repousser les Mexicains de la part de cet enfoiré de Trump. Merci, super militante. Moi, je le déteste. Merci. Voilà. Vous avez raison, Supermule. Supermule a raison. Il faut nous rendre aux États-Unis.
Super-Talk! Oui, je suis là. Vous parlez bien anglais? Oh yeah! Alors rendez-vous aux États-Unis à dos de Supermule et ramenez ce ventilateur géant. Oh yeah! Super Mannequin. Oh yeah! Hello, les Américains. Je cherche le président des États-Unis de l'Amérique. Oh, no problem. You just come around across my back and wax build a wish in this. Oh, Supermule, j'ai rien compris. Tu peux m'aider sur ce coup-là? Ah, ok. Merci, Supermule, pour la traduction. Ah, Super-Talk! Ne me demandez pas comment on a fait. Mais on a réussi. Proficiat. Bedankt. Oui. Professeur Duvel? Oui. On a le ventilateur. Quelle est la prochaine étape? Il faut une source d'énergie assez puissante pour le faire tourner. Ok, mais alors il faut absolument le brancher à une éolienne, sinon ça va être beaucoup trop polluant. Merci, super militante. On va quand même pas le brancher à une centrale nucléaire. Excellente idée, super con. Ça tombe à pic. Je suis membre du conseil d'administration de la centrale de Doul. Je les appelle. Centrale nucléaire de Doul, j'écoute. Dites super bourgmestre à l'appareil. Bonjour. Oui, bonjour. C'est possible de brancher un énorme ventilateur à la centrale? Un moment, je vous prie, je vérifie. Tous nos opérateurs sont momentanément occupés. Nous vous prions de patienter. Tous nos opérateurs sont Monsieur, je peux vous demander pourquoi vous voulez brancher un énorme ventilateur à la centrale nucléaire? C'est pour contrer Irma. Irma? L'ouragan. Un moment, je vous prie. Sont momentanément occupés. Nous vous prions de patienter. Tous nos opérateurs sont momentanément occupés. Nous vous prions. Monsieur Super Bourgmestre? Oui. Il nous reste un réacteur qui n'est pas trop fissuré. Je vous inscris au programme? Oui, super, merci. On arrive. Pour les combinaisons anti-radiation, vous faites quel... Bon, je prends la super longue rallonge, je fonce à Doul, je branche le tout et je vous rejoins à la côte belge. À tout à l'heure, super con. Le sort de la Belgique est entre tes mains. Super con, dites, vous en êtes où? J'y suis, je branche. Ça marche? Oui, ça marche. Ça tourne. Mais c'est trop lent. Mais c'est beaucoup trop lent. Mais c'est trop lent. C'est trop lent. Merci, super militante. Ça ne tourne pas assez vite. Il faut plus d'énergie. J'augmente la puissance, mais j'ai un doute quant à la possibilité de mettre beaucoup plus de puissance. Il y a un risque de surchauffe et j'ai peur que tout explose. Je ne voudrais pas faire de conneries, j'ai peur. Allô, super con! Étonnante explosion à la centrale nucléaire de Doul qui, par chance, a repoussé l'ouragan Irma. Coïncidence, nous apprenons à l'instant qu'un autre ouragan vient de dévaster les Pays-Bas. 5 millions de morts seront à 5 millions de morts sont à déplorer. Sans transition, ping-pong, le championnat de tennis de table qui se déroule pour l'instant à Chaumont-Gistoux. Ce sont des stouffers. La drache ne leur fait pas peur. Ils agissent en stomaligne. Ce sont les super mannequins. Super mannequins. Super mannequin. Débat surprise, débat express, il nous reste 1 minute. Selon vous, entre le virus bio et le virus info, lequel va faire le plus de dégâts au sein de l'humanité? Quand tu dis au sein de l'humanité, c'est en termes de mort de personnes ou bien c'est vraiment en termes de dégâts? Je dirais informatique. Je dirais informatique aussi. Ouais, quand même. Bon, ben allez. Merci pour ce débat. Ça va casser toutes les centrales électriques et tout le monde va mourir. Voilà. Ok, super, c'était un débat passionnant. On avait une minute, il fallait se dépêcher. Dans 1 heure, c'est terminé, touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Monsieur Schroeder d'avoir été parmi nous. Merci aux 2 équipes. Merci à la régie d'avoir fait ça superbement bien. Merci Renaud. Mais de rien. Pour le leading. Merci à la Radio Panique 105.4 FM de nous avoir émis et merci aux ateliers Radio du Xar à Bruxelles et à la communauté française. Vous pouvez nous suivre
tous les 3e mardis du mois à 19h sur Radio Panique 105.4 FM ou sur nos comptes du Collectouf de YouTube ou de Facebook. Pour les podcasts, pour rappel, Collectouf s'écrit K-O-2-L-E-K-T-O-E-F. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.